Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais essayer en 10 minutes, l'exercice est un peu compliqué dans le sens où normalement on pourra en parler même des heures, c'est un sujet très vaste. Je vais vous parler d'éco-conception logicielle. Donc, effectivement, vous allez peut-être vous dire déjà, première question, en quoi on peut faire l'éco-conception sur le logiciel. Je ne savais pas que ça polluait. Effectivement, si on réfléchit un petit peu, un peu plus loin, on se rend compte quand même qu'il y a une empreinte carbone liée à la consommation énergétique du web, déjà pour commencer, et de vos logiciels aussi également. Donc, je vais commencer par l'anecdote principale qui fait comprendre à tout le monde un peu l'enjeu de tout ça. Si je prends un exemple avec Facebook notamment, Facebook se sont penchés sur ces problématiques d'éco-conception logicielle et de consommation web notamment, et ils ont réussi à économiser leur consommation énergétique en la divisant par 2. Voilà. Donc, vous imaginez à l'échelle de Facebook ce que ça représente, diviser par 2 sa consommation énergétique, juste en faisant de l'optimisation de code et en travaillant notamment sur l'éco-conception logicielle. Donc là, j'ai un petit peu planté le décor. Vous voyez que finalement, il y a quelque chose derrière. On peut économiser ce qui compte pour l'entreprise, donc l'argent. Pour commencer, pour la planète, économiser l'énergie, économiser les ressources et diminuer l'empreinte carbone. Il y a une association, effectivement, le Green Code Lab, qui est aussi affilié au Green Lab Center. Je vais vous passer les détails parce que c'est vrai qu'il y a des greens un peu partout. Donc là, je suis venu aujourd'hui vous présenter également cette association Green Code Lab, ce qu'elle fait. Elle regroupe un certain nombre d'acteurs professionnels, des développeurs, des codeurs, des étudiants, vraiment tout un grand nombre de personnes de différents milieux, où l'objectif ici, c'est de travailler sur l'éco-conception logicielle et sur l'optimisation du code. Donc voilà, c'est que je ne vais pas dans le bon sens. Donc déjà, qu'est-ce que l'éco-conception logicielle? Je vous l'ai expliqué, c'est réduire l'impact environnemental des logiciels, donc principalement l'empreinte énergétique. Les leviers d'action qu'on retrouve par rapport à cette éco-conception logicielle et sur lequel travaille le Green Code Lab, c'est l'utilisation et la formalisation du Green Design Pattern, parce qu'ils n'existent pas forcément. Alors qu'est-ce qu'un design pattern? C'est un modèle de programmation qui est lui déjà optimisé, qui nous permet effectivement d'avoir les bonnes pratiques de programmation et de bien programmer. Quand je rajoute Green devant, vous aurez compris que c'est un modèle qui permet d'avoir du code déjà vertueux en termes de consommation énergétique. Donc le Green Code Lab travaille à créer ces Green Design Patterns et à promouvoir leur utilisation. On est également sur l'optimisation du code, sur les bonnes pratiques de programmation au niveau multitechnologie et sur ce qu'on appelle l'ACV logiciel, à savoir l'analyse du cycle de vie logiciel, puisque pour produire un logiciel également, il y a différentes étapes, dont notamment effectivement le codage et le développement, mais dans ce logiciel, il y a également l'utilisation, il y a le packaging, également comme on a de l'ACV produit traditionnel. Voilà, des exemples de réalisation, je les ai donnés. On a Facebook qui a réussi à diviser par 2 sa consommation énergétique avec un outil qu'ils ont développé qui s'appelle HipHop. On a Orange également qui travaille sur cette problématique-là de plus en plus. Le Green Code Lab, lui, donc l'objectif, je ne vais pas tout citer ce qui est écrit ici, je ne sais pas s'ils auront la disponibilité de pouvoir lire les slides, s'ils sont en disposition ou pas. Oui. Voilà, donc vous pourrez plus facilement rentrer dans le détail, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour tout expliquer, mais le Green Code Lab, en réalité, ce qu'il cherche à faire, c'est vraiment promouvoir un peu toutes ces actions dans l'éco-conception logicielle, diffuser les bonnes pratiques, former les codeurs et les développeurs sur ces thématiques-là. Alors, on a différents projets qui vont illustrer un peu tout ça. Les résultats, les premiers qu'on a pu avoir, c'est un guide pour un système d'information éco-responsable en partenariat avec le WWF. De nombreux colloques et conférences qui ont été organisés déjà, notamment à l'école des mines, à l'ESEP, bien entendu à l'EPSI. À Angers, du coup, il faut dire, à Angers, on a eu quand même une après-midi de conférence d'organiser l'année dernière sur cette thématique-là. Je citerai également des livres, comme le livre Green IT, qui a été sorti aux éditions ENI dans le domaine. Donc en fait, c'est aussi ce livre-là qui est quelque chose qui permet au tout public, au grand public, de pouvoir comprendre un peu les enjeux du Green IT sur des thématiques assez simples et pas forcément que de l'éco-conception logicielle. À savoir comment vous pouvez avoir un ordinateur qui consomme un peu moins sur les ressources, prend un peu moins de ressources. Et puis l'événement phare sur Angers, qu'on a organisé l'année dernière, c'est le Green Code Lab Challenge. Alors là, c'était un concours de programmation qui a réuni 200 étudiants tout en France et en Europe, dont le centre était Angers et Nantes. Je me plais souvent à dire Angers, capitale de l'éco-conception logicielle, pourquoi pas, en 2014, effectivement, l'année dernière. Ça, c'est une manière de provoquer un petit peu. C'est pas forcément non plus voler la vedette à Nantes, on est quand même 2 têtes. Néanmoins, j'aime quand même provoquer. Et pourquoi? Parce que l'an dernier, c'est 3 écoles angevines qui ont fini sur le podium parmi les 13 écoles. Donc il y avait 13 écoles en France et en Europe, et c'est Angers qui a raflé les places. Donc cette année, perspective, on va recommencer ce challenge.
On attend, on va voir. On verra si Angers se positionne toujours de la même manière, si on arrive à toujours sortir du lot. Néanmoins, je vous dis déjà que les autres villes se sont mis à pied d'œuvre pour pouvoir rafler le titre à la ville. Je dis la ville et les écoles, bien entendu, puisqu'on était 3 écoles. Dans les perspectives également, donc je sors un peu du challenge, on est en train de mettre en place un label sur l'éco-conception, labelliser un peu justement ces logiciels éco-conçus. Et puis on est en train de travailler sur une certification d'éco-conception logicielle, de la même manière qu'on a des certifications Oracle, Microsoft ou autres, à travailler sur cette certification-là, notamment à travers un MOOC. Donc le MOOC, c'est la mode, on en a entendu parler maintenant, le Massive Online Open Course, où tout le monde a accès aux ressources par vidéo et on peut s'auto-former en ligne. Voilà, donc ça sera normalement avec la plateforme Open Classroom et à sortir d'ici octobre, j'espère. Alors les acteurs, effectivement, il y a des principaux acteurs par rapport au Green Code Lab. C'est vraiment, comme je vous ai dit, une association qui peut avoir individuellement des développeurs, des étudiants. Néanmoins, c'est quand même porté par un certain nombre d'entreprises et d'écoles. Donc principalement à Angers, vous retrouverez les ZEP, dont je fais partie. Vous retrouverez à Nantes les psy. Et puis dans ces entreprises, on a Qualiter, Human IT, également un partenaire presse et un peu lobby aussi, qui est le greenIT.fr, dirigé par Frédéric Borgage. Si vous voulez suivre un peu tout ça, parce que comme je l'ai dit en 10 minutes c'est compliqué, sachant qu'il reste 3 minutes 30, vous avez les différents Twitter. Donc là, ça c'est mon Twitter personnel, effectivement, de temps en temps je relais un certain nombre d'informations sur cette thématique-là. Bien que de temps en temps vous retrouverez aussi des thématiques sur la sécurité, parce que je suis un peu sur les deux parties. Le Green Code Lab, bien entendu, qui a son propre Twitter, le Green App Center, greenIT.fr qui se retrouve ici, et puis l'Alliance Green IT, qui est une autre association, un peu plus cette fois-ci nationale, qui travaille sur ces thématiques-là. Donc c'est un peu court pour le noter, mais vous aurez accès aux slides. Pour les livres, si certains sont intéressés à plutôt rentrer dans la technique, s'il y a des codeurs, des développeurs dans la salle, sachez qu'il y a des livres qui sont sortis déjà, donc effectivement il y avait Green IT qui est un peu plus grand public, néanmoins là on se retrouve quand même avec des livres où on rentre dans le code. Donc là, il faut savoir parler un peu le langage Verblum, entre guillemets. Vous aurez au niveau multi-technologie différents livres qui vous permettront d'approprier ces bonnes pratiques de programmation avec les optimisations par langage sur les ressources que l'on vise, à savoir le processeur, ou les RAM, ou les ressources réseau. Voilà. Et ici, on se retrouvera avec des green patterns, des green design patterns que j'expliquais tout à l'heure. Alors, niveau timing, je ne vais pas pouvoir faire des démonstrations, néanmoins, je vous montre quand même les différents outils que vous avez. Si vous voulez mesurer la consommation énergétique sur le processeur, il a été développé par l'INRIA Power API, qui permet effectivement d'aller mettre une sonde au niveau du processeur et d'aller mesurer directement sa consommation en fonction du processus ciblé que vous avez au niveau de votre ordinateur. Plus grand public cette fois-ci, Web Energy Archive. Donc Web Energy Archive, vous allez sur le site, vous tapez Web Energy Archive sur Google, vous rentrez le site que vous voulez auditer, ça vous permet de ressortir un score de A à G de votre consommation énergétique du site. Alors je l'ai fait pour humantalks.fr.com, je sais plus, .fr, et ils sont cotés A au niveau consommation énergétique, il me semble, ou empreinte carbone, et C au niveau, c'est C au niveau consommation énergétique et A au niveau empreinte carbone. Donc c'est pas trop mal, c'est très bien. Je pense que vous serez bien classé par rapport à ça. Et puis GreenSpector, c'est plutôt pour les professionnels. GreenSpector permet de faire de l'audit de code. Donc on rend son code à l'intérieur et il ressort toutes les violations green au sein du code qui permettent de montrer effectivement là où il y aurait des améliorations potentielles. Voilà, donc je reviens là-dessus. Juste s'il y a des professionnels dans la salle qui souhaiteraient participer, cette année, ça ne sera pas pour les écoles, ce challenge. Les professionnels pourront également y participer. Voilà. Donc, je m'entoure bien. Si vous voulez plus d'informations, vous écrivez à info@greencodelab.fr. Des petites photos qui vous donneront envie. Voilà, ça se déroule durant 48 heures, non-stop. Il faut gérer son sommeil, il faut gérer la nourriture, son énergie. Voilà, donc on était interconnectés avec 12-13 villes en Europe qui travaillaient justement sur la même problématique durant 48 heures. Et le gain, c'était un voyage à San Francisco, notamment la visite de la Silicon Valley à travers un certain nombre d'entreprises. Voilà, je vous remercie. Je tiens les temps à 30 secondes près. Alors moi je me demandais, c'est un peu flou pour moi encore, donc je me demandais si tu pouvais pas donner des exemples de ce qui avait été fait au
au Green Code Challenge, je sais plus comment on dit. Au Green Code Lab Challenge. Ouais, par rapport Challenge. Alors sur le concours, ce qui a été fait, c'est qu'en gros, on avait mis une application à disposition open source, parce que comme ça, au moins tout est ouvert, on peut faire profiter la communauté. Et là, c'était JWebMail, l'application, qu'on avait donné vraiment comme sujet à tout le monde. Donc, une application de gestion de mail. Et l'objectif, en réalité, par rapport à cette application, c'était sur 12 critères, je ne vais pas tous les citer, mais l'un des principaux critères, c'était l'optimisation énergétique de cette application, pour qu'elle consomme moins sur les ressources des ordinateurs qui la mettent à disposition. Et le premier groupe, donc ceux qui ont gagné, ils ont réussi à diviser par 10 la consommation énergétique de cette application. Donc on peut gagner effectivement en termes de conso, et souvent, alors ça va pas tout le temps de pair, on peut aussi gagner en performance. Donc le Green IT et l'éco-conception logicielle en général, c'est pas synonyme de décroissance, c'est synonyme de qualité, c'est synonyme d'amélioration de code, d'optimisation. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà. Donc les exemples qui ont pu être faits après, notamment en programmation, est-ce que je peux rentrer dans le détail? Je ne sais pas, ça dépend du niveau. Un petit peu. Quelques développeurs. Par exemple, est-ce que vous connaissez les sprite sheets? Exemple de base en CSS3. Tout simplement, avant que ça existe, on chargeait icône par icône. Donc imaginons on avait 10 icônes à charger de 2 kilooctets chacun, ça nous faisait 20 kilooctets à charger. Aujourd'hui, grâce au sprite sheet, on arrive à mettre tous les icônes au sein d'une même image et positionner grâce au CSS sur l'icône qu'on veut afficher. Et on va charger qu'une seule image de 2 kilooctets. Donc on vient de gagner 18 kilooctets de chargement. Et ça, derrière, ça a une empreinte carbone, puisque ça a une empreinte énergétique, et c'est aussi un temps de réponse et une performance. Et je peux en donner d'autres, hein, s'il faut. Cet exemple simple. Si, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? De fond. Bonsoir Nicolas. Alors, Nicolas et moi on se connaît parce que on s'est déjà croisés. Je suis aussi adhérent au Green Lab. Sur une matinale, mois de janvier. Voilà. Et je voulais savoir si on a progressé sur la consommation, sur la mesure de la consommation énergétique du réseau. Si aujourd'hui on est capable de mesurer combien on va mesurer si l'énergie qui est consommée quand je vais interroger un serveur sur Google, en dehors de l'énergie du serveur et en dehors de l'énergie du client, tous les routeurs, ce qui est mis en... Ils sont en train de... Effectivement, ça, on a avancé, hein, c'est pas encore publié, mais notamment déjà le Web Energy Archive que j'ai pas pu montrer, mais que vous pourrez forcément aller voir sur Google. Pour le moment, on prenait juste en compte la page d'accueil, mais le projet est en train d'avancer effectivement pour mesurer toute la consommation qu'il y a derrière avec l'utilisation du réseau. Il faut savoir que, je vais répondre oui, on a avancé puisque le livre Éco-conception logicielle et 100 bonnes pratiques finalement montre derrière quelles optimisations permettent de diminuer la consommation sur le réseau. Donc on sait déjà le faire. Néanmoins maintenant, c'est le mettre sous un outil qui permettra au grand public de comprendre comment ça fonctionne et de vraiment benchmarker l'ensemble. Voilà, donc l'association avance dans ce sens-là et j'espère que d'ici la fin d'année, on pourra prendre en considération l'ensemble des ressources, puisque on a comme le projet ambitieux de répondre à la question: le web va-t-il provoquer la fin du monde? Donc à savoir effectivement la consommation du web aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en totalité. Merci beaucoup Nicolas. Je pense que vous pouvez